Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant des graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas seulement, dans l'évolution de leur activité vers un tourisme positif. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page Expérientielle, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Comment mieux comprendre la législation du tourisme? Pas facile. Comment je peux lancer mon projet touristique? Est-ce que j'ai des restrictions? Est-ce que j'ai des réglementations à suivre? Comment ça se passe? Et puis, un sujet qui nous intéresse beaucoup ici sur Expérientiel, c'est est-ce que le tourisme durable est encadré par le Code du tourisme? Bref, toutes ces questions auxquelles on ne trouve pas facilement de réponse nous demandent souvent d'aller voir un avocat. Et c'est pas vraiment un exercice qu'on aime. C'est pas facile, pour différentes raisons. Déjà, ça fait un peu peur, on comprend pas toujours ce qu'il nous raconte. Et puis ensuite, il y a l'aspect financier qui n'est pas à ignorer, hein. Surtout quand on lance un projet, c'est pas évident, un sou est un sou. Et puis il y a d'autres freins, tels que les contraintes, etc. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller rencontrer une avocate en droit du tourisme pour avoir justement une meilleure compréhension de la législation du tourisme pour pouvoir nous aider à avancer dans nos projets touristiques. Chloé Reslan est une avocate du droit du tourisme. Elle fait partie de l'équipe Alchemist Avocats, un cabinet d'avocats investi dans la Légatech, les outils innovants, le droit du tourisme et le droit du travail. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir le code du tourisme pour un tourisme positif avec une petite surprise à la clé. Alors bonne écoute. Bonjour Chloé, merci de m'accueillir chez toi dans le Var. On est en train de prendre un petit déjeuner. La semaine dernière, j'ai fait un podcast apéro. Ce matin, on fait un podcast petit-déj. Café, croissant, sous un arbre. C'est quoi, un olivier? Ouais, super. Un vieil olivier. Merci. Un vieil olivier, deux. Toi? Non, c'est pas un olivier ça, non? Ah bah si, ils sont trois, regarde. Ah ouais. On est vraiment à l'abri là. Ouais, super, on est bien entouré là. On est bien entouré, on est bien protégé. Chloé, on s'est rencontrés lors des journées des respirations durables, il y a quelques semaines, dans un endroit très sombre, un container où j'animais une table ronde. Avec brio. Ouais, sur les nouveaux modes de voyage, comment voyager durablement ou responsablement. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs ce mot responsablement. Eh ben si ça n'existe pas, ça devrait. Ouais. Tout à fait. Et puis j'ai voulu donner la parole au public et puis tu étais masqué, tu étais caché derrière ton masque. Caché dans le public. Caché dans le public et je t'ai posé des questions et puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Ouais. Et puis aujourd'hui, on est là. Est-ce que tu voudrais nous dire qui tu es et ce que tu fais? Avec plaisir. Merci beaucoup pour les croissants. Ouais. Avocate au barreau de Paris. J'exerce au sein d'un cabinet qui s'appelle Alchemist Avocats. Et j'exerce en droit du tourisme et en droit des loisirs. Alors, pourquoi droit du tourisme? C'est vrai que c'est assez rare. On a peu d'avocats qui sont vraiment pratiquants et praticiens du droit du tourisme. En fait, tout simplement, j'accompagne les professionnels du tourisme au quotidien dans leurs activités, quelles qu'elles soient, et notamment les pros du tourisme durable. Donc, je les aide dans le lancement de leurs projets, la rédaction de leurs contrats, leurs conditions générales de vente. Je les accompagne aussi, si besoin, parfois, dans des négociations ou lors de contentieux. Je les défends dans les juridictions. Voilà, donc j'accompagne vraiment à 360 degrés les professionnels du tourisme, surtout sur l'aspect commercial. Et puis au cabinet, on a aussi d'autres avocates, des super avocates qui, elles, exercent en droit du travail. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment être un interlocuteur privilégié des pros du tourisme et que dès qu'ils ont une question juridique, ils nous appellent et on les accompagne, on les aide, on les défend.
Alors, on en a parlé, mais l'avocat, en général, on va le voir quand on a un problème Mm. et qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce Quand que on est au c'est pied trop du mur. tard? Est-ce que c'est trop tard? Alors c'est trop tard, c'est mieux que jamais, hein. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais effectivement, c'est souvent un peu tard. Et c'est dommage. C'est dommage parce que nous, notre plus grande hantise, c'est qu'un client nous appelle et qu'il n'y ait plus grand-chose à faire. Alors il y a toujours des choses à faire, évidemment. Mais parfois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de situations qui auraient pu être évitées si les pros avaient été correctement conseillés en amont. Et le problème, c'est qu'on a tous, et c'est normal, peur hein, de décrocher son téléphone, d'appeler un avocat et de se dire mais ça va me coûter combien, je sais pas, c'est opaque. Puis de toute façon, ils vont trouver des problèmes là où il y en a pas. Hein. Moi, j'ai souvent entendu, et c'est le pire reproche qu'on puisse faire à un avocat. Je ressors d'une conversation téléphonique avec mon avocat et j'ai plus de questions qu'avant de l'appeler. Et ça, c'est vraiment la pire chose que puisse faire un avocat, puisqu'on est là pour apporter des réponses et des solutions et non pas créer d'autres sources d'angoisse. Donc, il faut pas hésiter à décrocher de son téléphone ou envoyer un petit mail si on n'a pas envie d'appeler. Et il faut savoir qu'un avocat, de toutes les manières, il peut pas facturer sans avoir annoncé sa facturation. Hein. On annonce la couleur, on est régi par des règles déontologiques, donc vous saurez toujours à quoi vous en tenir. Chez Alchemist Avocat, la première consultation, le premier rendez-vous est toujours gratuit. L'idée, c'est qu'on échange d'abord ensemble sur les besoins des professionnels, voir comment on peut les accompagner, si on peut les accompagner. Donc, il vaut mieux décrocher son téléphone et finalement se rendre compte qu'on n'avait pas besoin de le faire et perdre 5 minutes plutôt que de ne pas le faire et de se retrouver dans des situations un peu plus complexes qui vont du coup coûter plus d'argent et surtout avoir des solutions un petit peu plus compliquées à trouver. Donc vraiment, nous, on encourage cette relation très directe avec l'avocat. On milite beaucoup pour l'accès au droit, l'accès à l'avocat, parce que c'est comme ça que les professionnels pourront faire des choix de manière éclairée, avisée, prendre moins de risques et s'épanouir aussi dans leur activité sans que le juridique soit un frein et une crainte. Alors, pourquoi tu t'es spécialisé dans le tourisme, justement, dans le droit du tourisme? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué ou parce que c'est au contraire, c'est facile ou parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire? Je sais pas. Ou alors parce qu'il y a énormément de clients ou parce que c'est un sujet qui vraiment te touche beaucoup personnellement? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La réalité d'un avocat, c'est quand même souvent que sa spécialité, ou en tout cas l'activité de prédilection, c'est celle de ses clients. Finalement, j'ai pas forcément choisi dès le départ le droit du tourisme. Au départ, j'étais en droit des assurances. Puis il se trouve qu'en fait, en faisant de l'assurance, il y avait beaucoup de problématiques en droit du tourisme. Ça me parle. Moi, j'adore voyager, la découverte. Et donc, bon, c'était forcément un domaine qui me parlait. Et puis surtout, j'ai découvert une matière aussi juridique que je ne connaissais pas, qui est absolument pas enseignée à la fac ni à l'école d'avocat. Je savais même pas que cette spécialité, ou en tout cas que ce domaine d'activité existait au départ quand j'ai démarré mon activité d'avocate, parce que c'est très rare. Et donc, en fait, voilà, je suis tombée dedans. Je suis tombée dedans par le fruit de rencontres, de super rencontres avec Elise Fabing, déjà, qui est la cofondatrice du cabinet, qui, elle, exerce en droit du tourisme depuis 10 ans maintenant, notamment auprès des institutionnels du tourisme. La grande famille des institutionnels, voilà, qu'elle connaît bien et moi aussi maintenant. Et puis, finalement, tout ça se développe et en fait, j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Je reviendrai jamais en arrière parce que c'est vrai que cette famille du tourisme et de plus en plus dans le tourisme durable d'ailleurs, elle est géniale. J'ai des clients adorables qui sont passionnés, qui ont des projets novateurs, qui ont des projets engagés et vraiment c'est une joie de les accompagner au quotidien. Alors nous, on s'est rencontrés justement à l'occasion des journées respiration durable organisées par Respire, là au début juillet. Et Ouais. on s'est rencontrés à une table ronde que j'animais sur le tourisme durable. Oui. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le tourisme durable est quelque chose qui est bien encadré par la législation? Absolument pas, c'est une catastrophe. Le tourisme durable n'existe pas en droit français. Hein. C'est un concept qui passe complètement à la trappe. Et c'est quand même très surprenant parce que le Code du tourisme, il a été refondu intégralement en 2018, hein, donc très récemment. Ça aurait pu être l'occasion et ça aurait dû être l'occasion et l'opportunité d'intégrer au moins la notion de tourisme durable parce que
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une définition par l'OMT. Bon, ok, c'est du droit international, c'est pas contraignant. Donc bon, c'est un indicateur comme un autre. Mais aujourd'hui, en droit français, on n'a absolument pas de disposition dans le Code du tourisme sur le tourisme durable. Donc il n'y a pas d'incitation à se lancer dans le tourisme durable. Il n'y a pas de définition, il y a encore moins de contraintes. Et effectivement, il est peu probable que ça puisse évoluer de manière drastique et rapide si c'est pas encadré par la loi. Même si on a des initiatives d'acteurs du tourisme qui sont formidables, et je les salue tous les jours, vraiment. On a beaucoup d'acteurs engagés qui ont envie de changer les choses, et on a donc un cumul d'initiatives individuelles, et c'est fantastique. Mais aujourd'hui, il faut une réponse du législateur à ces enjeux qui concernent toute la population. Et est-ce que tu penses que cette situation, justement, limite ces porteurs de projets, ces personnes qui ont vraiment des idées qui peuvent transformer le tourisme vers un tourisme beaucoup plus vertueux, qui aujourd'hui, par rapport à ce manque de législation, ne peuvent pas le faire? Alors on a effectivement, généralement, moi les porteurs de projets que je rencontre, ils sont extrêmement motivés, donc presque inarrêtables, et c'est tant mieux. Mais ils sont quand même contraints de faire face à une double problématique, c'est-à-dire qu'on a à la fois une absence de législation du tourisme durable, donc pas particulièrement d'incitation à aller dans ce domaine plutôt qu'un autre et faire du tourisme, je dirais, plus classique. Donc ça, c'est une première problématique. Et la deuxième problématique, c'est que le tourisme, c'est une matière extrêmement régulée, presque trop régulée, de manière assez disproportionnée en réalité. Et donc, il y a des barrières à l'entrée qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, pour un certain nombre d'activités, il faut être immatriculé à Tout France. Et en raison de la crise, on ne peut plus, en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs privés qui ne trouvent pas de garant financier et qui ne peuvent donc pas s'immatriculer et qui se voient contraints de repenser complètement leur projet parce qu'ils ont ces barrières à l'entrée. Donc non seulement il n'y a pas grand monde et pas de loi qui les encourage à entreprendre dans le tourisme durable, mais en plus, ils se retrouvent avec des barrières à l'entrée extrêmement contraignantes parce qu'ils doivent s'immatriculer et ils sont soumis à un régime qui est très contraignant et assez sévère. Donc c'est quand même la double peine. Mais dis-moi, cette immatriculation, elle est seulement valable pour les agences de voyage et les tour opérateurs ou pour d'autres? Alors justement, c'est une excellente question et alors là, il faut le mettre en gras souligné s'il y a une retranscription de cette interview. Elle est valable pour toute personne qui vend ou qui offre à la vente des services touristiques qu'elle ne réalise pas elle-même. C'est-à-dire que n'importe quel acteur du tourisme qui vendrait un service touristique ou un service de voyage, donc par exemple un hébergement, de la location de véhicules ou du transport, qui vendrait également ou qui proposerait juste à la réservation sur son site internet une autre activité touristique, donc des visites guidées. Donc admettons, je suis hébergeur, je vends mes nuitées, puis en plus, parce que j'ai envie que mes clients aient une expérience optimale, je leur propose des visites guidées dans la région. Moi, je perçois pas forcément les sommes, mais ils peuvent réserver sur mon site ou directement au comptoir. À ce moment-là, je dois m'immatriculer à Tout France parce que je suis assimilée agent de voyage. Et ça, c'est très très méconnu. Et c'est bien dommage parce que ça peut donner lieu à des sanctions qui sont quand même importantes, donc des sanctions pénales. Donc il ne s'agit pas de paniquer du tout, mais c'est vrai que j'invite tous les acteurs à faire un point sur vraiment quelle est votre activité, comment vous l'exercez et comment optimiser pour éviter, si vous n'avez pas envie de vous immatriculer, de rentrer dans cette obligation d'immatriculation ou au contraire, d'entamer les démarches pour vous immatriculer si c'est nécessaire. D'accord. Donc le code du tourisme, ça intègre quoi? Toute activité touristique, c'est-à-dire agent de voyage, tour opérateur, restaurateur, hôtelier, activité? Alors oui, c'est pas, on n'a pas des titres pour chacune de ces activités-là. Il y a une très très grosse partie pour tous ceux qui sont agents de voyage ou assimilés. Et en fait, c'est vraiment cette notion d'assimilé agent de voyage qui est importante parce que un hébergeur, il peut être assimilé agent de voyage au sens du code du tourisme. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas marqué activité d'agence de voyage et qu'on n'a pas l'impression d'être un agent de voyage parce qu'en fait on est hébergeur qu'on peut pas être assimilé agent de voyage. Il y a aussi toute une partie sur les institutionnels, les offices de tourisme, etc., qui peuvent aussi maintenant commercialiser des services touristiques sur leur territoire dans le cadre de la promotion de leur territoire. Et alors les hôteliers, eux, ils ont un peu de dispositions dans le code du tourisme, ils en ont aussi dans le code civil. Alors il faut évidemment aller chercher dans plusieurs codes
pas toujours évident, mais voilà, on n'a pas vraiment de distinction selon les activités. On a des définitions, on a la définition de l'hôtel, du meublé de tourisme, donc on trouve des informations un peu partout dans le code, qui est pas très grand, hein, c'est plutôt un petit code, mais c'est vrai que c'est essentiellement sur l'activité d'agent de voyage ou assimilé. Quelle est la problématique la plus récurrente que tu vois avec tes clients? Ils viennent principalement pour quoi? Pour pas mal de choses différentes, mais c'est vrai que la problématique, c'est vraiment la question à 1 million, est-ce que je dois m'immatriculer? Celle-ci, elle revient extrêmement régulièrement parce que elle fait peur un petit peu, notamment aux opérateurs qui se lancent et qui savent pas vraiment quel régime juridique les concerne. Et c'est vrai que l'immatriculation en soi, ça doit pas faire très peur, hein, c'est juste des formalités. C'est simplement qu'il y a un régime juridique qui en découle. Qu'est-ce que je mets dans mes conditions générales de vente? Qu'est-ce que je mets dans mes contrats? Est-ce que je suis responsable ou pas? Donc en fait, il y a toutes ces questions-là qui vont venir en découler. Nous, on accompagne aussi beaucoup dans le lancement de projet et dans la rédaction de contrats. Donc j'ai beaucoup de professionnels qui viennent me voir en disant bah voilà, j'ai tel projet, j'ai besoin de quoi comme document? Qu'est-ce que je mets dedans? Comment je me protège? Et finalement, on a assez peu, et c'est tant mieux, de contentieux parce que généralement les professionnels du tourisme, ils sont assez commerçants et ils traitent bien leurs clients. Donc, il y a eu évidemment beaucoup de problématiques liées au Covid. Hein. Là, sur cette année 2020-2021, bon, bah, il y a eu beaucoup de questions sur les remboursements, sur la notion de circonstances exceptionnelles et inévitables, qui est une notion hyper importante quand on parle d'annulation. Donc voilà, on a des questions, on va dire, récurrentes en fonction de l'actualité. Et puis, sinon, c'est de l'accompagnement sur des projets. Et sur les lancements de projets, c'est vraiment beaucoup l'immatriculation. Ça, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup une grande partie de nos auditeurs. Ou alors, certains n'en ont pas conscience et s'en rendent compte vraiment après coup. C'est-à-dire, voilà, ça fait 10 ans qu'ils exercent. Et en fait, ils se rendent compte que peut-être ils ne sont pas dans le bon régime juridique. Donc, on les accompagne vraiment là-dedans, les rassure, on essaye. Parce que ça peut être un petit peu anxiogène, il ne faut pas que ça le soit. Il faut simplement se poser 5 minutes et essayer de comprendre comment finalement on traduit en langage juridique son activité. Parce que c'est ça, hein, c'est de la traduction. C'est traduire en langage de juriste et c'est tout. Alors, comment on peut faire évoluer ce code du tourisme aujourd'hui pour qu'il soit justement d'une certaine manière beaucoup plus clair et facile à comprendre pour tout le monde et aussi qui répondent aux enjeux actuels. Hein. Je veux dire, on parle quand même du dernier rapport du GIEC qui dit on a 10 ans plus ou moins pour se bouger. C'est urgent là. Tu m'as dit qu'en 2018 c'était la dernière révision du code de tourisme. On sait que tout ce qui est administratif, institutionnel, en réalité ça prend beaucoup de temps. Mais pendant ce temps-là, il y a la pendule qui tourne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que c'est une question pour faire évoluer les choses, justement? Moi, je pense que, vu ce que je vois au quotidien, il faudrait déjà un assouplissement pour pouvoir exercer en tourisme. Hein, c'est-à-dire que la question de l'immatriculation, il faudrait qu'elle soit assouplie, en tout cas avec des conditions d'entrée beaucoup plus faciles, ou au moins permettre à plus de garants d'opérer sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir permettre aux acteurs qui ont envie de se lancer. Je pense qu'il faudrait quand même faire rentrer enfin cette définition du tourisme durable dans le code du tourisme. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on remplit ou on remplit pas les critères? Est-ce que on met un contrôle au niveau national ou même européen? Multiplier les incentives à se lancer dans ce type d'activité plutôt qu'une autre, peut-être via les aides aussi notamment. Et puis commencer à ajouter de la contrainte. Alors ça plaît pas beaucoup. Hein. On voit bien à chaque fois que on interroge l'opinion publique, tout le monde dit ah oui effectivement c'est urgent, il est urgent d'agir, on est tous d'accord là-dessus. Bon, sauf quelques sceptiques, mais globalement j'ai l'impression que c'est assez globalement admis. En revanche, dès qu'on dit il faut contraindre, là, tout le monde grasse un peu des dents. Et la contrainte, elle passe par le juridique, généralement. Et là, il faut faire comme on a fait avec la loi climat, où on supprime, par exemple, les lignes domestiques d'avion lorsqu'il y a une alternative de train de moins de 2h30. Bon, il faudrait aller plus loin. C'est-à-dire qu'au départ, c'était 4 heures
dans les propositions, il aurait fallu garder 4 heures. Mais il faut commencer à intégrer comme ça de la contrainte quand on a des alternatives, parce que sinon on n'avancera pas. Et les refontes, elles sont très lentes, c'est sûr, mais elles doivent avoir lieu et il faut aller dans ce sens obligatoirement et vite, on le sait. Donc il faut aider les acteurs qui ont envie de se lancer dans le tourisme durable en leur permettant de le faire déjà et pas en les bloquant. Parce que finalement, on se retrouve avec des mastodontes qui sont là depuis très longtemps, qui changent pas forcément leurs pratiques, mais qui vont pas bouger puisqu'eux, ils ont toutes les garanties. Et les nouveaux entrants qui, moi je le vois, sont souvent très motivés avec des projets absolument géniaux, eux, ils peuvent pas rentrer. Donc ça, c'est pas possible. C'est la première axe de refonte. Et puis ensuite, faire rentrer ce tourisme durable dans le code. Le faire rentrer dans le code, ce sera déjà une première étape. Et ensuite, pour pas pouvoir dire aussi qu'on fait du durable quand on n'en fait pas vraiment, il y a toujours cette problématique de greenwashing. Là, au moins, on aura une définition légale qui sera dans un code du tourisme ou un autre, mais au moins que ce soit consigné et dans la loi. Très bien. Alors moi, j'ai une idée qui me vient comme ça, tu me diras ce que tu en penses, mais quand j'entends ce que tu dis, je prends en compte aussi mon niveau de connaissance sur la législation, qui est quand même très, très, très flou, surtout dans le tourisme. Je me dis que je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Et puis, depuis que j'anime ce podcast, ça va bientôt faire 1 an d'ailleurs. En effet, je suis comme toi, je rencontre des gens avec des projets fantastiques, une énergie incroyable. Ils y vont, ils y croient. Et ils ont vraiment envie de contribuer à ce tourisme de demain, un tourisme vraiment de sens, vertueux. Et je me dis, on pourrait peut-être les aider, toi et moi. Il faut les aider, absolument. Ah. C'est un impératif de les aider. Ouais, et donc je me disais, tu me dis si tu es d'accord, mais si on donnait un rendez-vous mensuel, toi et moi, justement sur des sujets... sur le code du tourisme et sur l'aspect réglementation, législation du tourisme, justement pour aider ces porteurs de projets à aller plus loin, aller au fond, au bout de leurs rêves, et que chaque mois, on passe un moment, toi et moi, sur un sujet qui, d'après toi, ce que ton ressenti est important. Mais aussi, on peut peut-être parler avec l'audience et leur demander s'il y a des sujets aussi qui sont importants pour eux ou qu'ils ont des questions, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, toi? Alors là, tu me ravis à plus d'un titre, parce que d'une part, ça veut dire passer du temps tous les mois avec toi. Donc ça, c'est quand même génial. Échanger sur le tourisme durable. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et puis ensuite, nous chez Alchemist Avocat, on a vraiment une mission, je le disais en début d'épisode et je le redis, c'est l'accès à l'avocat, l'accès au droit. Le droit, nul n'est censé ignorer la loi. On a tous entendu ça et pourtant on sait que c'est pas possible. Et donc il faut donner les clés aux professionnels et à toute personne, à tout citoyen qui s'intéresse un petit peu. Il faut leur donner les clés pour comprendre aussi la législation. Et ça fait partie de nos missions. Ça fait partie de nos missions. Donc nous, et avec un immense plaisir, en fait, si tu veux, un rendez-vous mensuel pour pouvoir décoder un petit peu la législation, le code du tourisme, les obligations de tous les acteurs et les aider à s'y retrouver sans crainte et pouvoir finalement arrêter de mettre ces sujets de côté parce que compliqué, parce que un peu ennuyeux parfois. Et ça, on fera en sorte que ça ne soit pas ennuyeux. Et parce qu'anxiogène, l'idée, c'est vraiment de balayer tout ça et de dire non, attendez, vous allez voir, on va parler de droit, vous allez comprendre et ça va vous rassurer. Vous allez avoir un exercice d'activité beaucoup plus serein parce que c'est ça l'objectif en fait. Le droit, il doit être au service de l'activité et pour ça, il faut avoir accès à l'information. Et cette information, pas une information que je dois retenir moi en tant qu'avocate, déontologiquement, cette information, je dois la transmettre aussi. Ça fait partie du serment, l'humanité, et surtout quand on est face à des porteurs de projets aussi engagés, aussi motivés, aussi géniaux que ceux qu'on peut rencontrer, toi comme moi, il faut leur donner les clés et c'est avec grand plaisir si on peut mener ce projet à bien ensemble. Super, merci beaucoup. Et à ton avis,
dans un mois, on aborderait quoi comme premier sujet? Ben moi, j'ai envie de me mettre un peu dans les chaussures d'un acteur ou futur acteur du tourisme durable qui dit voilà, moi j'ai un projet auquel je crois, mais je vais lancer mon activité, mais je suis un peu perdue. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois m'immatriculer? Quels documents sont obligatoires, pas obligatoires, conseillés? Voilà, au démarre, on est perdu, on ne sait pas. J'ai envie de démarrer par là, tout simplement. D'accord. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fixe une date, hein, après cette émission, Ouais, et puis qu'on tienne au courant les auditeurs, ouais, ok, du prochain épisode qu'on fera mhm, ensemble. Et puis après, on pourra peut-être dans cet épisode aussi expliquer un peu le format qu'on veut lui donner et les possibilités de poser des questions par la suite, bien sûr. etc. Peut-être annoncer les thèmes à l'avance ou même demander aux auditeurs s'il y a tout de suite s'il y a des thèmes qui les préoccupent, qui les Encore intéressent, et on mieux, prendra ce qu'il y a de plus populaire, quoi. encore mieux. Euh, Parce que je pense que ça serait super. Moi, je trouve que dès qu'on dit législation, on dit réglementation, on dit un cadrage, Mm. et puis on dit un langage. Et un langage Absolument. qu'on comprend pas, et donc ça fait peur. Et ça fait peur de différentes manières. Je trouve que ça fait peur parce que déjà on a peur de pas comprendre. Oui, Mais en plus, si on comprend, d'avoir encore plus de restrictions, d'empêchements, de pas aller de freins pour aller au bout de nos rêves. Et oui. donc d'être déçu, quoi. On préfère Et parfois ne pas se poser les questions, on risque d'en avoir encore plus et encore plus de contraintes. Et donc on se dit bon bah ça, ouais ça on verra plus tard. Hein. D'abord on se concentre sur l'opérationnel, on fait son business plan, on lance son projet. Puis ensuite on va peut-être éventuellement aller voir un avocat en disant bon j'ai fait ça tranquille dans mon coin, j'ai tout lancé, est-ce que c'était ok? Et l'idée, hein, faut l'avoir en tête, c'est vraiment que l'avocat il est pas là pour vous dire c'est pas possible. Là, pour vous dire voilà comment c'est possible de manière optimale. C'est ça l'enjeu. Hein. Évidemment, il y aura toujours des risques, des contraintes, mais on peut, aller 90% du temps les contourner. Quand on peut pas, on trouve quand même toujours une solution, même un peu différente. Il faut réfléchir ensemble. Et l'idée, c'est d'entreprendre de manière sereine. C'est vraiment ça. Quand on, quand on a des conditions générales de vente qui sont obligatoires quand on commercialise à des consommateurs, je le dis au passage, hein, sans vouloir spoiler sur les prochains épisodes, mais quand on a des conditions générales de vente qui sont obligatoires, généralement, moi, je me rends compte que c'est un document que les professionnels ne veulent même pas consulter. Elles sont là parce qu'elles sont obligatoires. Elles ont été rédigées un jour par quelqu'un qui a généralement copié-collé ce qu'il avait trouvé sur Internet chez quelqu'un d'autre en disant bon, après tout, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Mais alors, pour les comprendre et vraiment mettre le nez dedans et les maîtriser, là, c'est une autre histoire. C'est un document, on n'a pas envie de s'y confronter, on n'a pas envie de s'y frotter. L'objectif, ici, grâce aux épisodes qu'on va préparer ensemble et puis avec l'accompagnement plus approfondi si besoin, c'est que ces conditions générales de vente, ce soit un guide, l'étoile dans le désert des professionnels. C'est-à-dire que dès qu'ils se posent une question, ils ont leur réponse, ils savent que c'est conforme, ils savent qu'ils peuvent appliquer ce qu'il y a dans leurs conditions générales de vente et ils les comprennent. C'est ça l'objectif, c'est de créer une contrainte en atout. Parce que un professionnel qui maîtrise ses conditions de vente, quand même, ça semble assez basique, mais qui les maîtrise véritablement sans crainte de mal les comprendre, mal les interpréter et sans se les approprier, bah, il est toujours un peu dans la crainte au moment de les appliquer. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Alors que là, l'idée, c'est que ça devienne un guide, un support, un outil du quotidien. C'est ça l'objectif des épisodes qu'on va enregistrer ensemble et c'est ça l'objectif, normalement, en tout cas selon moi, d'un avocat. écoute, super. Moi, ça me va. Merci beaucoup. J'adore ce genre de rencontres où justement ces rencontres répondent à l'intention de ce podcast, c'est de semer non seulement des graines de réflexion, mais aussi des graines d'action. Donc, merci beaucoup à toi. J'en perds mon micro, tu vois. Je dirais, je vais célébrer ça avec un grand sourire. On se fixe une date, on l'annonce et on travaille tous les deux ensemble là-dessus. Merci beaucoup, Chloé. Merci et à très vite alors. Et à très vite.
Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.